Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, sommet sur le financement des économies africaines à Paris. Les pays du G20 vont-ils s'engager pour la relance des économies du continent noir? Le président Macky Sall prononcera un discours à l'entame du sommet ce mardi. Le collectif pour l'annulation de la dette s'attend à de fortes résolutions. Conflit foncier à Dougar, calme précaire après les chaudes confrontations survenues hier. 34 personnes ont été arrêtées, 10 libérées après audition. Les populations dénoncent les méthodes musclées de la gendarmerie nationale. On vous explique tout dans un instant. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale de la lutte contre l'hypertension artérielle. Au Sénégal, plus de 30% des adultes sont hypertendus. Les médecins misent sur la prévention pour éviter les risques liés aux AVC. Et puis, situation épidémiologique, l'ordonnance quotidienne ne sera plus livrée par le docteur Ndiaye. La diffusion en direct du point du jour est suspendue. Un changement de méthode de communication nécessaire après 14 mois. Malgré la tendance épidémiologique au déclin, comment maintenir la sensibilisation? Nous ferons le point dans ce journal. Et puis en sport, première édition de la Basket Africa League. L'AS Douane réussit son entrée. Les Gaboulous ont remporté leur premier match face au GS Pétrolier d'Algérie, 94-76. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. D'abord, justice, le journaliste Pape Ndiaye reste en détention provisoire. Le procès prévu aujourd'hui a été finalement renvoyé au 30 mai prochain pour permettre la comparution des témoins et des parties civiles. La défense, quant à elle, conteste les faits. Cette affaire, Pape Ndiaye conteste les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette affaire a été renvoyée. Le tribunal a estimé devoir renvoyer parce qu'il va entendre les témoins. Bon, nous, en tant que conseil de Pape Ndiaye, nous avions estimé, et nous l'avons dit au tribunal, que les témoins ont été entendus dans ce procès verbal, largement même. Et ça c'est important, les deux parties civiles, à savoir le sieur Mohamed Lamine Beng et l'autre partie civile, la dame Ndir, ont accepté de se désister. Ils ont accepté le remboursement que Pape Ndiaye a décidé de faire. Mais toujours est-il que Pape Ndiaye estime que c'était un prêt que tous les deux avaient contracté à son niveau. C'est la raison pour laquelle il a contesté les faits d'escroquerie. Et nous l'avons dit au tribunal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé de demander au tribunal de mettre le dossier de côté et d'attendre l'arrivée des deux parties civiles qui étaient en route. Mais le juge a estimé que, étant donné que Pape Ndiaye conteste les faits, et vous avez vu, il l'a interrogé, il a contesté les faits, ils ont décidé de renvoyer pour faire comparaître les témoins. Le journaliste Pape Ndiaye est poursuivi pour escroquerie présumée et tentative de jeter le discrédit sur les institutions. Le procès est donc renvoyé sous quinzaine. En politique, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur fustige le nouveau découpage de Dakar. Selon Barthélémy Diaz, les recettes de sa commune sont bloquées depuis 2009. En conférence de presse, il a confirmé sa candidature à la mairie de Dakar. Nous reviendrons là-dessus avec Cheikh Diop et Mardieng. L'autre grand titre de cette édition à Dougar, le calme est revenu au lendemain de violents affrontements entre des éléments de la gendarmerie nationale et les habitants du village. Tout est parti d'un conflit foncier avec la société Peacock Investissement. La gendarmerie a procédé à plusieurs arrestations. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasson. À Dougar, population et forces de l'ordre se sont à nouveau affrontés. Une trentaine de personnes ont été interpellées dans leur maison. Une attitude des éléments de la gendarmerie que déplore le coordonnateur du cadre d'échange, de réflexion et d'action pour le développement de Dougar. Donc aujourd'hui, on s'est réveillé à 6 h du matin par les forces de l'ordre
qui ont envahi tout le quartier, qui ont escaladé les murs et arrêté des gens qui étaient même en train de dormir. On a dénombré 34 personnes arrêtées. Et après l'audition, pour le moment, ils ont laissé les 10 et les 24 sont gardés au niveau de la brigade de gendarmerie. Je déplore quand même l'utilisation des balles dans ces échauffourées. Je ne peux pas comprendre que des Sénégalais puissent tirer sur des Sénégalais pour défendre un privé. Et je lance un appel aux autorités pour qu'ils puissent prendre à bras le corps ce problème et essayer de trouver une solution avant que ça ne soit trop tard. Les négociations annoncées ces derniers jours n'ont pas eu lieu et les responsables de Picop sont accusés d'avoir fait faux bond. On avait prévu une rencontre le vendredi au niveau de la préfecture. À leur demande, c'est pourquoi il y a eu cette accalmie. Mais non seulement ils ont faussé cette rencontre-là, ils ont fixé une autre rencontre le mardi à la DESCOS. On s'est présenté à la DESCOS, on a loué une voiture, on s'est présenté à la DESCOS. Et c'est à l'instant même qu'on s'est présenté pour dire qu'on était là pour qu'on nous conduise au lieu de la réunion, qu'on nous informe que le directeur de Pickup Investissement n'est pas sur place. Donc la réunion ne pourra pas se tenir. Donc ces gens-là ne sont pas disposés à discuter. C'est ce que je comprends. Les populations de Dougar qui interpellent à nouveau les autorités compétentes promettent de continuer les manifestations malgré la présence des forces de l'ordre dans cette localité de la commune de Diamniadio. Sommet sur le financement des économies africaines à Paris. Une quinzaine de chefs d'État africains, dont le président de la République Macky Sall, se retrouvent à Paris ce mardi. Sommet à l'initiative du président français Emmanuel Macron. L'objectif est de trouver des solutions en vue de relancer la croissance africaine après la récession enregistrée. Le collectif pour l'annulation de la dette s'attend à de fortes résolutions. Diafaraba, Maïmouna Ndiaye. L'Afrique est citée en exemple dans la lutte contre la COVID-19. Sur le plan économique, le continent subit de plein fouet le ralentissement commercial et financier mondial. Pour remonter la pente, les besoins de financement de l'Afrique sont estimés à 200 000 milliards de francs CFA. Le sommet de Paris reste une tribune pour les pays africains. Je ne pense pas que ce sommet puisse prendre des décisions significatives, puisque c'est une réunion entre la France et quelques pays africains. La France n'a pas les moyens politiques de décider seule sur ces questions-là. Elle n'a pas non plus les moyens économiques de faire une contribution significative. Mais je trouve que c'est toujours utile de discuter. Pour cet économiste, l'Afrique a besoin de capitaux massifs dans l'immédiat. Des financements à long terme qui vont asseoir l'industrialisation de l'Afrique. Et je crois que les discussions devraient tourner autour de cette question, puisque les financements de court terme n'ont pas permis jusqu'ici à l'Afrique de sortir un peu de la pauvreté. À Paris, la question de la dette sera évoquée pour enfin harmoniser les positions. Il n'y a pas d'autre mesure à prendre que l'annulation. L'annulation est justifiée par l'économie, justifiée par l'histoire, par la politique, par la morale, partout. Les droits de tirage spéciaux que les FMI peuvent permettre aux dirigeants africains de pouvoir disposer et de transformer ça en liquidité pour pouvoir asseoir le projet de développement. La dette publique africaine représente environ 365 milliards de dollars, soit seulement 2% du stock mondial de dette. La piste mériterait d'être explorée, mais l'absence de consensus international sur le sujet risque de compromettre de réelles avancées. Rappelez Maïmouna que le président de la République Macky Sall prononcera un discours demain à l'entame de la cérémonie aux côtés du président français Emmanuel Macron et aux côtés du président en exercice de l'Union africaine. Pendant ce temps, Dakar, capitale de la finance islamique, les 7 et 8 juin, il s'agit pour les organisateurs de s'inspirer de l'exemple malaisien afin de bâtir le pont de l'industrie de l'économie islamique. Ils ont fait face à la presse ce matin. Plus de détails avec Serigne Mohamed Lamine Mbaké, président de l'Institut africain de finance islamique. Pour ce 6e forum, le thème c'est la Malaisie et le Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest, bâtir le pont de l'économie islamique. Et la logique derrière ça, c'est que la Malaisie est très développée en finance islamique.
Et je pense que les derniers forums, on a invité beaucoup d'experts malaisiens, mais est très développé aussi dans ce qu'on appelle un concept nouveau de l'industrie de l'économie islamique. Ça veut dire qu'au-delà de la finance islamique, qui constitue les transactions bancaires qui sont conformes à la charia pour faire des transactions modernes, en banque, mais aussi en assurance, en marché des capitaux, ce qu'on appelle les soukouk, faire des emprunts obligataires qui sont conformes à la charia. Ça fonctionne au niveau des chambres de commerce du Sénégal pour positionner le secteur privé, pour pouvoir capter les retombées de cette industrie halal dont tout est à développer dans notre pays. Et donc, on a parlé du business halal, on a parlé du waqf, on a parlé de la fintech islamique, mais aussi c'est la même chose pour la finance islamique, l'assurance islamique, le marché des capitaux. Et toute autre chose à présent sur le front du coronavirus, le bilan quotidien de la situation épidémiologique fait état de 2 décès et de 22 nouvelles contaminations. Vous le savez, la diffusion du point du jour est désormais suspendue. Les informations sur l'évolution de la pandémie ainsi que le point sur la vaccination seront toujours données à travers un communiqué. Ce qui veut dire que votre ordonnance quotidienne ne vous sera plus livrée par le docteur Mamadou Ndiaye. Selon lui, après 14 mois, il fallait changer de stratégie de communication. Pape Faraning et Tierno Loromedi l'ont rencontré. Derrière ce masque se cache un visage familier aux Sénégalais, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention, 25 ans d'expérience, s'invite depuis plus d'1 an dans nos salons pour la lecture du bulletin épidémiologique sur le Covid. Les préparations, bien sûr, ça démarre la veille, c'est-à-dire que sous peu de temps, à partir de 16 heures déjà, nous commençons à collecter les données. Les données nous proviennent des différents laboratoires du pays. Avant, bien sûr, ça allait jusqu'à 1h, 2h du matin, 3h du matin. Le secrétariat du ministère, de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui pratiquement, avec la cellule communication, prépare le communiqué. Hier dimanche, c'était la DER pour le docteur Ndiaye. Pour cause, le ministère de la Santé a suspendu la diffusion en direct du point quotidien sur la situation épidémiologique. Mais nous pensons également que les gens ont compris le message qui devait être passé pour l'essentiel, mais qu'il faudra le renforcer et le consolider et leur donner l'information autrement aussi. Les changements, c'est toujours important. Les chiffres, ça baisse. Peut-être que ça a contribué. Cet exercice a tout de même changé la vie du directeur de la prévention. La personne que vous rencontrez, elle vous regarde d'un autre œil. Donc, c'est plus de liens que j'ai tissés avec les gens, mais également avec les gens de la presse. Beaucoup de considération par rapport à certaines personnes. Beaucoup, ça a renforcé la considération que j'avais avec les personnes. Avant lui, Abdoulaye Diouf Sarr, Aloïse Wali Diouf, Marie-Khémesse Ngom Ndiaye et même le docteur Ousmane Gueye se sont essayés à cet exercice qui a duré 14 mois, clap de fin pour 441 apparitions à la télévision devenue lassante. La modulation de la stratégie de communication est normale selon les spécialistes. Ils invitent en revanche à la prudence malgré la tendance au déclin depuis quelques temps. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Gervais Yabo. Au départ, il fallait encadrer l'information, la partager au niveau des médias et permettre au public d'apprécier l'évolution de la maladie. Le réajustement opéré par le ministère de la Santé va-t-il dans le sens de réadapter la stratégie? Vous savez, en termes de gestion de la communication en matière d'épidémie, on ne peut pas, du début à la fin, avoir la même stratégie. La stratégie doit être modulée. Le journaliste spécialiste des questions de santé publique invite tout de même à la prudence, malgré la tendance baissière. Est-ce qu'il faut, parce que nous avons des chiffres qui baissent, changer totalement la stratégie de communication? C'est là où il faut être très prudent. D'abord, nous avons encore des cas dits communautaires, parce que c'est des cas dont on ne maîtrise pas l'origine. Autre chose à éviter, laisser le champ libre aux mal intentionnés pour éviter que les populations soient confrontées à de fausses informations. Ça aussi, il faut être très prudent. C'est pourquoi je dis, dans des circonstances pareilles, il faut maintenir les supports classiques d'information, notamment les communiqués.
Du côté de ces populations, chacun se fait sa propre lecture sur ces décisions. Si on peut avoir l'information sur Internet ou qu'on est en faisant des recherches, il n'y a pas de façon... Il faut qu'on continue quand même à communiquer aux gens de garder les mesures barrières. Par rapport aux fake news, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une source fiable où on peut avoir l'information. Déjà, les gens étaient bien informés par rapport à la maladie. Pour changer de stratégie, on verra. Hassan Touré estime qu'il faut peaufiner la stratégie, permettre aux médias d'avoir toujours l'accès officiel à l'information et réorienter la stratégie et maintenir la prévention jusqu'à l'atteinte de l'immunité collective. Merci Alassane. Et puis, avis à tous les voyageurs utilisant le transport aérien, sachez que le coût du test PCR dans les différents laboratoires est fixé désormais à 25 000 francs CFA. Quant à la campagne de vaccination, à ce jour, 431 916 Sénégalais ont reçu au moins une dose de vaccin après le coup d'arrêt constaté durant le mois de Ramadan. Le directeur de la prévention appelle les Sénégalais à une adhésion massive à la campagne de communication. Le vaccin, seule issue pour retrouver une vie normale. La vaccination, les vaccins qui sont arrivés, heureusement, il y a eu au début des réticences et des bruits, mais les vaccins en réalité ont été utilisés convenablement et correctement. On peut dire que pratiquement à l'heure où nous sommes, aujourd'hui même, les vaccins pratiquement Sinopharm est pratiquement épuisé, comme également pour les premières doses, mais également pour les premières doses de vaccin AstraZeneca, malgré les petites réticences, sont pratiquement presque épuisées. Quelques régions en disposent. Donc, ça veut dire que les Sénégalais se vaccinent encore une fois. C'est le lieu de les féliciter, d'encourager les autres, parce que quand même, les gens se vaccinent. Les vaccins sont consommés pour le Sinopharm à près de 99%. Il nous reste peut-être que 1% peut-être de quelques doses. L'autre à près de 90%, n'est-ce pas? Notamment le vaccin AstraZeneca. Il nous reste quelques doses qu'on va peut-être épuiser dans cette semaine en attendant d'autres arrivages. Et puis l'actualité de la santé, c'est aussi cette étude de l'OMS. Travailler plus de 55 heures par semaine augmente le risque de décès dû aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, selon l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail. Cette première analyse mondiale des pertes de vie humaines et des attentes à la santé associées aux longues heures de travail est publiée alors que la pandémie accélère les évolutions susceptibles de renforcer la tendance à travailler pendant de plus longues heures. Travailler 55 heures au plus par semaine représente donc un grave danger selon l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail. Au Sénégal, plus de 30% des adultes sont hypertendus. L'hypertension artérielle touche beaucoup de pays avec des taux élevés. Les médecins misent beaucoup sur la prévention pour éviter les risques liés aux AVC. Ce 17 mai, vous le savez, marque la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Récit de Fatou Bintou Conté. Sénégalais sur 3 est concerné, plus de 30% des adultes. Un taux qui peut être revu à la hausse selon l'Organisation mondiale pour la santé. L'hypertension artérielle fait partie des maladies silencieuses car ne présentant aucun symptôme. Elle se caractérise par une pression trop élevée du sang sur la paroi des artères. Parmi les risques, les accidents cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque et la crise cardiaque. L'hypertension artérielle, le diabète, entre autres. Les maladies chroniques non transmissibles risquent de tuer plus que le paludisme, la tuberculose, le sida réunis d'ici 2025 si rien n'est fait. Le constat est de l'OMS. L'organisation attire l'attention sur les moyens de prévention, la sensibilisation, le dépistage précoce, l'amélioration de la prise en charge, la promotion, le changement de comportement. Favoriser le sport, éviter le surpoids, gérer le stress, modérer, voire éviter la consommation d'alcool et enfin adopter une alimentation saine parmi les règles d'hygiène pour prévenir l'hypertension qui touche 40 à 50% des adultes en Afrique. Plus de 970 millions dans le monde, le taux de décès au niveau mondial
atteint la barre des 19%. Récit signé Fatou Kiné Dem. Merci beaucoup Fatou Kiné. Santé toujours, mais celle des animaux, des postes vétérinaires et des parcs de vaccination font défaut dans plusieurs communes du département de Fatick. Le ministre de l'Élevage a annoncé un programme de construction de 15 parcs à vaccination dans le département de Fatick. Ce week-end, il était à Ngayourem pour une journée de promotion des bien-être des équidés. Aminata Goudjabi, Abdou Karim Bey. Dip Kordong est le président des éleveurs de la commune de Ngayourem. Une doléance lui tient à cœur, l'implantation de postes vétérinaires dans toutes les communes pour faire faciliter l'accès aux soins de santé aux animaux. D'ailleurs, il n'y a pas assez de parcs de vaccination dans cette commune de Ngayourem, selon le maire. La zone nord composée de 13 villages, parc à vaccination à Moufa. Pour nous, une très forte doléance. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales annonce un programme qui va combler le déficit. Cette année, nous avons prévu de réaliser justement 15 parcs à vaccination dans la région de Fatick. Les marchés sont déjà lancés et je pense que d'ici la fin de l'hivernage, on aura en tout cas ces parcs donc dans l'ensemble de la région. Ce week-end, à Ngayourem, il était question de promouvoir le bien-être des équidés. Une journée de vaccination et de consultation des chevaux et des ânes initiée par la mairie. Le ministre de l'Élevage magnifie cette activité qui en est à sa 2e édition. Les équidés peuvent effectuer des tâches municipales comme la collecte des déchets, le tourisme équestre et les navettes scolaires. L'amélioration du bien-être des équidés contribue directement à l'augmentation et à la durabilité des moyens d'existence des propriétaires. Toute l'économie rurale repose sur l'énergie des équidés. Les autorités municipales ont organisé cette journée de promotion du bien-être des équidés pour mieux préparer l'hivernage. Ces animaux sont un maillon important dans les travaux champêtres. Merci Aminata. Dans l'actualité également, les prix des matériaux de construction ont connu une hausse de 1% en avril. Dans sa note d'analyse de l'indice des prix des matériaux de construction rendu public aujourd'hui, l'Agence nationale de statistique et de la démographie renseigne que cette hausse des prix résulte essentiellement de la progression des prix des matériaux de base ainsi que des matériaux de menuiserie. En variation annuelle, une augmentation de 5,9% des prix des matériaux a été relevée dans ce rapport de l'ANSD. Parlons maintenant du secteur extractif avec la plateforme africaine pour l'autonomisation des femmes qui a organisé un forum sur le thème pétrole et gaz, la place des groupements féminins dans le contenu local. Il s'agit d'une session d'information à l'endroit des femmes d'abord, mais aussi un plaidoyer envers l'État du Sénégal et le secteur privé. Suivons là-dessus Maïmouna Diagne, elle est la présidente de la plateforme. C'est tout simplement un plaidoyer des femmes envers notre gouvernement et envers les privés qui travaillent sur le pétrole et le gaz. Notre objectif est aussi surtout d'éclaircir et de faire passer l'information sur le contenu local, même si on sait que le contenu local n'a pas de genre, on s'est rendu compte que l'information n'est pas passée comme elle devait être. Donc, on aimerait vraiment inviter les femmes qui sont dans le milieu rural, les femmes qui sont sur Dakar et environ, à ce forum pour les informer, pour qu'elles comprennent mieux ce que veut dire le contenu local et quelle est leur place dans ce contenu local. Leur parler des formations nécessaires que les femmes ou les jeunes doivent faire pour pouvoir participer à ça. Et puis en politique, je vous l'annonçais en début d'édition, le maire de Mermoz Sacré-Cœur fustige le nouveau découpage administratif de Dakar. En conférence de presse, Barthélémy Diaz a confirmé sa candidature à la mairie de Dakar. Compte rendu de la conférence de presse, Cheikh Diop et Mardieg. Barthélémy Diaz dans tous ses états. Il brise le silence. La commune de Mermoz Sacré-Cœur privée de ses recettes. Une chose que le maire déplore. On ne peut pas comme ça subitement se lever et dire à la commune de Mermoz Sacré-Cœur qu'elle ne disposera plus de sa taxe sur les ordures ménagères.
Si la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne doit plus disposer de sa taxe sur les ordures ménagères, je rappelle au président de la République que ce n'est pas la mairie de Dakar qui nettoie la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Il faut qu'on se comprenne. C'est pour dire aujourd'hui qu'il y a une volonté manifeste de vouloir asphyxier les mairies, et cela est à dénoncer. Bientôt les élections locales, l'inspection de la Cour des comptes déjà dans le mur de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur pour auditer sa gestion. Diaz Fils ne compte reculer d'un iota. Je leur souhaite la bienvenue. Il semble qu'ils soient arrivés 12 ans après ma prise de fonction. Mais comme c'est à la veille des élections, je souhaite à la Cour des comptes la bienvenue dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Barthélémy Diaz soutient que personne ne peut l'empêcher d'être candidat à la mairie de Dakar. Je le répète, Dakar est notre base politique. Et je le répète avec force. Nous sommes candidats à la mairie de Dakar et c'est notre droit le plus légitime. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur informe que l'État a privé sa commune de recettes sans l'aviser. Barthélémy Diaz compte se battre jusqu'au bout. Mais je le dis tout de suite, personne ne m'empêchera d'être candidat à la mairie de Dakar. Personne. Merci, cher. Et puis dans l'actualité sportive, Basketball Africa League, groupe C, belle entame pour l'AS Douanes. Les Gablous ont débuté la compétition par un succès devant le groupement sportif des pétroliers d'Algérie, 94-76. Cher Sadi Boudjara. L'AS Douanes soigne son entrée dans la Basketball Africa League. Une large victoire, 94-76, devant les Algériens du groupement sportif des pétroliers. Les Gablous ont pris par le bon bout la rencontre en remportant les 2 premiers cartons. À la pause, l'AS Douanes mène 41-34. GSP, qui manque visiblement de compétition à cause de l'arrêt de son championnat dû à la crise sanitaire, joue son va-tout en début de seconde période en remportant le 3e carton de 3 points, 29-26. Insuffisant pour faire douter les protégés de coach Mamadou Gueye qui surclasse les Algériens dans le dernier carton, 27-13, grâce à son duo Mamadou Faye, Mamadou Lamine Diop, auteur de 33 points à eux deux. Dans l'autre match du groupe C, Zamalek d'Égypte bat Ferrovia d'Angola 71-55. L'AS Douanes, leader du classement, rencontre les Angolais lors de sa 2e sortie ce mercredi à 15h30. Belle entrée en lice donc des douaniers et cette victoire est le fruit d'un match abouti selon l'entraîneur Mamadou Gueye Pabi. Je pense que mon équipe a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez notre histoire, hein, comment nous avons commencé, comment nous avons joué avec un effectif aussi court. Mais vous avez vu aujourd'hui, il faut bien défendre pour bien attaquer. On a fait des stops importants à un moment du jeu. On a pris aussi des tirs importants à un moment du jeu. Le basket, c'est un tout. C'est des duels de 1 contre 1. C'est des rebonds, c'est des efforts que tu dois faire des 2 côtés du terrain. Ouais, je sais qu'ils ont des capacités extraordinaires sur le plan physique, sur le plan d'adresse. Et à partir de là, il faut juste qu'ils croient en eux pour pouvoir jouer au plus haut niveau. Mais il faut garder quand même les pieds sur terre. Football, 16e journée de la Ligue 1. Teungueth FC enchaîne un nouveau succès face à Niary Tally. 1-0. Les Rufisquois sont toujours 2e au classement. Mamadou Ndiaye et Amadou Ba. Fin de série pour la lanterne rouge de la Ligue 1. Niary Tally, après 3 matchs nuls consécutifs, les Galactiques courbent l'échine devant Teungueth FC 1-0. Niary Tally rate l'occasion de quitter la dernière place du classement. C'est une défaite amère, mais rien n'est encore fait. On va continuer à travailler. Mais ça a été un match plaisant sur l'ensemble des 2 mi-temps. D'autant plus qu'il reste 11 journées. On avait dit aux gosses de faire tout pour arrêter l'hémorragie. Donc après 2 bons matchs, on a eu 2 points. Et même aujourd'hui, vu la physionomie du match, on a fait un très bon match. Mais malheureusement, on était en face d'une belle équipe, ça faut le dire. Et cette équipe mérite sa victoire. Teungueth FC, pour sa part, enchaîne une 2e victoire pour consolider sa 2e place. On démarre avec une organisation en 3-1-4-1, où
voilà, pour vraiment fixer l'adversaire dans la zone axiale du terrain, pour pouvoir les contourner par les côtés. Je pense qu'en début de match, on a eu quelques situations, mais c'était surtout dans le dernier geste où on a confondu parfois vitesse et précipitation. Donc ça nous a empêché d'aller au bout de nos idées. Maintenant, à partir de la deuxième mi-temps, au bout de 30 minutes, je pense qu'il fallait changer, mettre beaucoup plus de largeur parce qu'on savait que l'adversaire était atteint physiquement. Et il fallait ramener du sang neuf, surtout changer d'organisation pour pouvoir les mettre plus en difficulté. Je pense que ça a payé. Donc. En cas de victoire de son match en retard, Niary Tally va céder la lanterne rouge alors que Teungueth FC est en embuscade pour le fauteuil de leader. Merci Mamadou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir Maître Chertidiane Dabo, avocat à la Cour de Strasbourg en Alsace. C'est à vous.